Entre le désert d'Égypte et le Nil, une nécropole secrète dort depuis près de 4 millénaires. La vallée des reines. Ce que nous apprend ce site peut révolutionner notre compréhension de l'Égypte ancienne. Nous suivons des archéologues dans les profondeurs de la montagne pour découvrir des monuments aux couleurs éclatantes. Les tombes des plus puissantes femmes d'Égypte. C'est une tombe extraordinaire, la chapelle Sixtine de l'Égypte ancienne. Les couleurs sont saisissantes. Nous enquêtons sur les techniques des bâtisseurs de tombes royales. La rapidité d'exécution est vraiment impressionnante. Ces femmes d'exception restent auréolées de mystère. Le fait que la reine Néfertari soit coiffée des attributs de la déesse Hathor l'identifie clairement à une déesse. Cette nécropole est la clé d'une énigme, le statut de la femme dans l'Égypte ancienne. Pour la déchiffrer, nous allons creuser la terre de cette vallée royale et reconstituer numériquement une tombe d'une splendeur exceptionnelle. Nous allons percer à jour l'identité d'une figure royale oubliée et dévoiler les secrets de l'artisanat antique pour découvrir les merveilles de la vallée des reines. Luxor, Égypte. La porte du complexe religieux de Karnak et de la vallée des rois. C'est ici qu'il y a un siècle, on a découvert l'extraordinaire tombeau de Toutankhamon. Mais à 2 kilomètres de là, il existe une autre nécropole, la vallée des reines. Le site est moins connu que son illustre voisin et toujours en cours de fouille. La vallée des reines est beaucoup plus grande que la vallée des rois. On y trouve de très nombreuses sépultures de reines. C'est un site gigantesque. Plus de 90 tombes ont été creusées dans les parois de calcaire. Ces palais souterrains comportent jusqu'à 7 chambres et s'enfoncent profondément dans le flanc de la montagne. Certains font plus de 18 mètres de long. Les momies et les trésors qu'ils renferment devaient y être en sécurité pour l'éternité. Ces tombeaux comptent parmi les plus somptueux de l'Égypte ancienne. Ils contiennent de précieuses informations sur cette grande civilisation. Qui est enterré ici et pourquoi? Alia Ismail va nous accompagner dans la découverte du site. Elle utilise une carte établie par des explorateurs du passé. On y trouve l'emplacement des tombes de grands personnages du Nouvel Empire. Voici la tombe de Mutouya. On sait qu'il s'agit d'elle parce qu'on a retrouvé ici son sarcophage. Elle est l'épouse de Séti Ier et la mère de Ramsès II. Séti Ier et Ramsès II comptent parmi les plus puissants pharaons d'Égypte. Ils ont régné au XIIIe siècle avant notre ère. Mutouya, la grande épouse royale, a une place de choix dans la nécropole. Ce n'est pas une surprise de trouver Mutouya dans la vallée des reines. Elle est au cœur d'une grande dynastie. Mais Mutouya n'a pas été la première reine inhumée ici. Qui a initié cette tradition de sépulture dans la vallée? Une tombe semble plus ancienne que les autres. Donc il s'agit ici d'une simple tombe puits. C'est un couloir vertical qui mène à une petite chambre où la défunte a été ensevelie. Au début du XXe siècle, des archéologues italiens découvrent ici une momie et des objets funéraires. Ils identifient l'occupante de la tombe. C'est la tombe de la princesse Ahmès, sans doute la première personne inhumée dans la vallée des reines. Cette tombe a plus de 3500 ans, une date qui permet de la replacer dans son contexte.
La princesse Ahmès a été enterrée dans la vallée des reines à peu près à l'époque où le premier pharaon a été inhumé dans la vallée des rois. Donc cette nécropole n'a pas été pensée après coup. Elle a été imaginée et voulue en même temps que la vallée des rois. Les vallées des rois et des reines voient le jour aux alentours de 1550 avant notre ère. Elles marquent le début d'une ère nouvelle. L'histoire de l'Égypte ancienne se découpe en 3 grandes périodes. L'Ancien Empire, le Moyen Empire et le Nouvel Empire. Chacune est marquée par une façon différente d'enterrer ses souverains. Il y a plus de 4500 ans, de grands pharaons comme Khéops arrivent au pouvoir. Ils se font bâtir d'immenses pyramides. C'est l'Ancien Empire. Le Moyen Empire s'étend de 2030 à 1640 avant notre ère. Après des siècles de crise, des rois guerriers unifient l'Égypte. Mais ils sont inhumés dans des pyramides plus modestes. Le Nouvel Empire couvre 5 siècles à partir de 1550 avant notre ère. C'est l'époque de souverains emblématiques comme Ramsès II. Ils choisissent de creuser leurs tombes dans les falaises aux portes du désert. Les 2 sites témoignent d'une évolution radicale des traditions funéraires royales au Nouvel Empire. On passe de sépultures sous des pyramides à des sépultures sous les montagnes. La fin des grandes pyramides marque un changement majeur dans la culture égyptienne. Sous l'Ancien Empire, les pharaons construisaient des pyramides tournées vers Ré, qui était alors la divinité principale du Panthéon. Pendant plus de 1000 ans, les pharaons font pointer leurs tombeaux vers le dieu solaire. Mais au Nouvel Empire, une autre divinité prend sa place, Amon, le dieu unificateur. Amon signifie le caché. Ce nom les décrit parfaitement. Et pour imiter le dieu et cacher sa tombe, quoi de mieux qu'une montagne? Les nouveaux pharaons quittent les plaines de Memphis pour les montagnes de Thèbes. Ils abandonnent la tradition des pyramides et enfouissent leurs tombeaux dans les entrailles des montagnes. Les montagnes offrent plus de sécurité. Elles découragent les intrusions et il est facile d'y cacher une tombe. Près de Thèbes, un massif semble fait pour accueillir les pharaons. C'est Al-Qurn, la cime, une curieuse montagne en forme de pyramide. En 5 siècles, on va creuser 64 tombes royales au pied de cette montagne. Les pharaons espèrent que leurs dépouilles et leurs trésors y seront en sécurité. De l'autre côté de la cime, il existe une autre vallée. On y a creusé des tombeaux du même type pour les épouses royales. Mais pourquoi y a-t-il plus de sépultures dans la vallée des reines que dans la vallée des rois? Au fil des campagnes de fouilles, on découvre l'identité des personnages inhumés ici. Et parfois, elle peut sembler étonnante. Voici la tombe de Khémouaset. Khémouaset est un prince, l'un des fils de Ramsès III. On pourrait croire qu'il est rare de trouver une tombe de prince ici, dans la vallée des reines. Mais en fait, c'est assez fréquent. Il y a de nombreuses sépultures de princes dans la vallée des reines. Lors des fouilles, les archéologues font des découvertes inattendues. Dans l'un des tombeaux, ils trouvent la momie d'un enfant. Près de là, ils mettent toujours la tête d'un homme adulte. Et aux marges de la vallée, ils découvrent la sépulture d'un fœtus. Que font-ils dans cette vallée qui semble réservée aux reines? Artaud-Bellec d'Agnan est spécialiste du Nouvel Empire.
La vallée des reines est un site fabuleux. Il reste encore beaucoup de choses à y découvrir, toutes d'un immense intérêt historique. Il y a plus de 90 sépultures dans la vallée des reines. Mais seules 16 de ces tombes appartiennent à des épouses royales. Les pyramides de Gizeh ont été construites 1000 ans avant la vallée des reines. Mais elles nous éclairent sur la présence d'autres dépouilles dans la nécropole. Sous l'Ancien Empire, la pyramide était le tombeau du roi et de lui seul. Mais les reines, ses fils et d'autres personnages importants étaient enterrés dans de plus petites tombes, près de la sienne. Si les pratiques funéraires évoluent, certaines traditions demeurent. Les membres de la maison royale continuent d'être enterrés près du souverain. La vallée des reines, c'est un cimetière pour VIP. Mais les pharaons ont des familles très étendues. La monogamie était la règle dans l'Égypte ancienne. Mais elle ne s'appliquait pas aux rois, qui avaient plusieurs épouses. Les rois désiraient avoir plusieurs fils, parce que c'était le moyen de perpétuer leur lignée. Ramsès II est le pharaon le plus puissant du Nouvel Empire. Il a au moins 8 épouses, qui lui donnent plus de 80 enfants. Seul un petit nombre d'entre eux est inhumé dans la vallée des reines. Tous les parents du roi n'ont pas la garantie d'avoir une sépulture près de la sienne. Comment le pharaon choisit-il les épouses et les enfants dignes de passer l'éternité dans la vallée des reines? Et qu'advient-il de ceux qui n'ont pas ce privilège? La réponse se cache peut-être dans les profondeurs de la vallée. Un long corridor s'enfonce profondément dans le sol. Il mène, comme tant d'autres, à une chambre funéraire. Il y a 3000 ans, ces murs étaient entièrement couverts de peinture. Le plafond est orné d'étoiles blanches, peintes sur un fond beige. Sur les murs, une reine joue d'un instrument pour honorer les dieux. Dans la chambre funéraire, cette figure royale se tient près de divinités. Les inscriptions révèlent qu'il s'agit de la tombe d'une reine. Mais son époux n'est représenté nulle part. Qui est cette mystérieuse reine? Et comment a-t-elle obtenu sa place dans cette vallée? Artaud-Belegdanian explore la tombe souterraine. C'est magnifique. Regardez toutes ces couleurs. Elles sont très bien conservées. L'égyptologue nous montre les éléments qui permettent d'identifier la reine. Le personnage qu'on voit ici est l'occupante de la tombe. Elle est tournée vers l'intérieur, comme si elle faisait son entrée dans sa dernière demeure. En fait, on l'accompagne pour passer du monde des vivants au royaume des morts. Artaud-Belegdanian examine la fresque en détail. Elle est très bien vêtue. C'est donc quelqu'un de riche. Mais pas seulement. Regardez sa coiffe. On a le vautour au sommet, il y a les cobras, et aussi des plumes qu'on distingue ici. Elle porte une coiffe royale. C'est une reine. Près de ce portrait, une inscription nous donne une indication encore plus précise. C'est un cartouche. Il contient des noms royaux, ce qui permet de l'identifier. Le signe tout en haut à droite se lit T. Les signes suivants sont I, puis encore I. Et le signe plus petit avec le demi-cercle, c'est encore T. Et enfin, les deux traits, c'est à nouveau un I. Elle s'appelle Titi. Le couloir débouche sur une chambre funéraire. On y trouve de nombreux éléments qui indiquent le statut de la reine. Les propriétaires des tombes ne voulaient pas seulement avoir leur nom inscrit sur les murs. Il fallait aussi indiquer leur titre, leur fonction, de manière à être pleinement identifiés. Le texte dit
ce qui signifie la grande épouse royale Titi. C'était une reine de rang élevé, une grande épouse royale. La maison royale d'Égypte obéit à une stricte hiérarchie. Les pharaons ont de nombreuses épouses secondaires, mais une seule grande épouse royale. Ce titre apparaît à de nombreuses reprises, partout dans la tombe. C'est le genre de choses qu'on veut voir figurer dans son tombeau pour l'éternité. Une autre inscription témoigne de l'importance de Titi. Ici, il est dit qu'elle était une Emet Nechef, une épouse divine. C'est une abréviation du titre d'épouse divine d'Amon. Amon est la grande divinité du Nouvel Empire. Le titre d'épouse du dieu est un honneur réservé à de rares élus. C'est le titre le plus élevé chez les prêtresses d'Amon. Celle qui le portait rivalisait avec les prêtres du plus haut rang. C'était un personnage très important. Ce titre assoit l'autorité de Titi sur les autres épouses du pharaon. À cette époque, les sphères politiques et religieuses sont étroitement imbriquées. Donc ce titre impliquait également un grand pouvoir politique. Le statut de Titi est inhabituel, même pour une reine. L'égyptologue se rend dans une autre tombe, à 40 mètres de celle de Titi. Ce caveau est très mal conservé, mais on peut tout de même comparer son style avec celui de Titi. Il n'y a pas de corridor. On passe directement de la porte à une vaste chambre funéraire. C'est peut-être le signe que les deux tombeaux ne sont pas contemporains. Et le choix des couleurs est très différent lui aussi. Il n'a rien à voir avec celui qu'on trouve dans la tombe de Titi. Les deux tombes appartiennent à des époques très différentes. Le nom de l'occupante est inscrit dans un cartouche près de l'entrée. Ici, on a Nessout, qui veut dire roi, et juste après, Emet, épouse. Juste en dessous, l'oiseau et la bouche, ou le demi-cercle, c'est Ouret, ce qui fait Emet Nessout Ouret. Ces hiéroglyphes nous indiquent que nous sommes dans la tombe de la grande épouse royale, Nebetaoui. Les souverains se succèdent, mais le titre demeure. Malgré leurs différences et les décennies qui les séparent, Titi et Nebetaoui sont toutes deux de grandes épouses royales. Toutes les épouses du roi ne portaient pas ce titre. Donc celle-ci occupait la plus haute position qu'une reine puisse avoir, ou d'ailleurs que n'importe qui puisse avoir dans le pays. Les reines ensevelies dans cette vallée sont donc les épouses favorites des rois. Le site est réservé aux reines, aux enfants et aux dignitaires choisis par le souverain. Passer l'éternité ici est le privilège des plus hautes personnalités. Mais un mystère demeure. Dans la tombe de Titi, aucun autre personnage royal n'est mentionné. Il est inhabituel que le nom du pharaon ne soit inscrit nulle part. L'histoire de Titi montre combien il est difficile de reconstituer l'arbre généalogique des souverains égyptiens. Un travail patient qui prend parfois des allures d'enquête policière. Artaud Bellegdagnan retourne dans la tombe de Titi à la recherche de l'identité de son époux. Il y a beaucoup d'inscriptions, mais c'est très étonnant, aucune ne dit exactement qui était ce roi. Pour découvrir les secrets du règne de Titi, il faut connaître le nom de son époux. Là, on a un indice très intéressant. C'est une formule qui commence par le mot « Deu », qui veut dire « donner »,« attribuer ». Donc il s'agit d'une dédicace. On dit ici que le roi a dédié cette tombe à son épouse. Ce mot permet de placer la sépulture de Titi dans une fourchette temporelle de 150 ans. Cette formule apparaît durant le règne de Ramsès II ou Ramsès le Grand, de la 19e dynastie.
Autre indice quant à l'identité de l'époux royal de Titi, l'emplacement de la tombe. La tombe de Titi est située à l'extrémité ouest de la vallée des Reines. Dans cette zone, il y a relativement peu de sépultures. Donc il est très possible qu'on trouve des tombes dans le voisinage qui auraient été construites à peu près à la même époque. On pourrait ainsi découvrir la période à laquelle elle a vécu. Artaud Belegdanian explore une tombe voisine. Elle est fermée au public, mais l'égyptologue a exceptionnellement obtenu la permission de la visiter. À l'intérieur, il trouve un portrait de l'occupant. On a ce personnage qui a une tresse sur le côté de la tête. C'est la mèche de l'enfance. Cette coupe est réservée aux princes et aux princesses. D'après le nom, nous savons que c'est un garçon. Donc la personne inhumée ici, c'est Pare'Erwenmef, prince d'Égypte. L'égyptologue s'avance plus loin dans la tombe. Il cherche des indices qui relieraient le prince Pare'Erwenmef à Titi. Intéressant. On a Nekhbet, le vautour, Taouret, la déesse hippopotame. Il y a une autre divinité qui tient des couteaux et qui est de face, comme si elle nous regardait. Elle nous fixe, nous, dans le monde en 3 dimensions, depuis cette surface peinte. C'est une figure inhabituelle. Dans l'art égyptien ancien, la plupart des personnages sont représentés de profil. On retrouve ces mêmes personnages dans la tombe de Titi. Il y a très peu de tombes qui présentent autant de ressemblances avec la tombe de Titi. Ces similarités et la proximité des 2 tombes semblent indiquer qu'elles ont été construites en même temps, par le même roi. Titi est une grande épouse royale et Pare'Erwenmef est un prince. Ont-ils des liens de parenté? À la différence de la tombe de Titi, la sépulture de Pare'Erwenmef évoque des membres de sa famille. Ici, c'est le prince Pare'Erwenmef. Mais devant lui, il y a quelqu'un d'autre. Et on a représenté ce personnage beaucoup plus grand, ce qui indique qu'il est bien plus important. Près du relief, un cartouche indique le nom de ce personnage. Le nom est même précédé d'une titulature royale, le seigneur des couronnes Ramsès. Le cartouche voisin nous indique de quel Ramsès il s'agit. On lit « le seigneur des 2 terres ». Le père de Pare'Erwenmef est Ramsès III. Pour l'égyptologue, c'est la solution de l'énigme de Titi. On a beaucoup de traits communs dans le style artistique et les proportions de la tombe. On peut en conclure que, selon toute probabilité, l'époux de la reine Titi était Ramsès III. Ramsès III est considéré comme le dernier des grands rois de l'Égypte ancienne. À Thèbes, il fait construire un vaste complexe funéraire. Les bas-reliefs des murs représentent ses victoires militaires. Un fragment de papyrus semble confirmer que Titi était l'épouse de Ramsès III. Artaud Belegdanian déchiffre le texte. L'un des morceaux conservés de ce papyrus nous montre seulement le nom de la reine Titi précédé du mot « épouse ». On est à peu près sûr qu'il était précédé du mot « roi », donc « épouse du roi ». Ce fragile papyrus est composé d'une collection de fragments. Mais on a récemment découvert une copie de ce texte. Elle a été faite avant que le papyrus soit endommagé. On a ici le morceau manquant du papyrus. Et juste après le nom de la reine Titi, il y a celui de son époux, Ramsès III. Ramsès III et la reine Titi sont donc mari et femme. Cette découverte permet aux archéologues de reconstituer la famille royale de l'époque. Mais elle soulève aussi une question.
Qu'est-il advenu des autres épouses de Ramsès III? Artaud-Bellec-Dagnan examine une carte de la vallée des reines. Ramsès III a 3 épouses connues. 2 d'entre elles ont le titre de grande épouse royale et leur tombe se trouve dans la vallée des reines. Il s'agit de Titi et Dicet. On a effacé toute trace de l'existence de la 3e épouse. Mais on connaît son nom, Tilly. Tilly n'a pas été inhumée dans la vallée des reines. Sa tombe n'a même jamais été retrouvée. Est-ce la marque d'un statut inférieur? Une découverte relativement récente a révélé tout un pan de son histoire. En 2012, on a pu pratiquer une tomographie de Ramsès III. Cette autopsie numérique a permis de voir sous les bandelettes qui entourent le cou de la momie. Elle a révélé une profonde entaille au niveau de la gorge. Le pharaon aurait-il été assassiné? Pierre Tallet est professeur à l'université Paris-Sorbonne. Il nous montre un second papyrus qui a été conservé. Le papyrus judiciaire de Turin donne les minutes d'un procès qui a été intenté à des conjurés qui ont été jugés pour trahison envers le roi Ramsès III à la fin de son règne. La reine Tilly est citée parmi les conspirateurs. Pourquoi a-t-elle comploté contre le pharaon? Dans le cadre du harem royal, il y a plusieurs épouses et celle qui va voir son fils monter sur le trône prend une importance considérable. La reine Tilly souhaite ardemment voir son jeune fils monter sur le trône. Alors, pendant que le pharaon se repose dans son harem, elle envoie des assassins lui trancher la gorge. Les conspirateurs sont arrêtés et punis pour ce crime abominable. Titi et son fils partagent sans doute leur sort. Le prince est contraint de se donner la mort et au lieu d'être momifié, son corps est abandonné dans le désert. On lui interdit ainsi toute vie après la mort. L'objectif de cette reine Tilly a probablement été tout simplement de changer les règles de la succession et de placer son propre fils, Pentaour, sur le trône à la place d'un héritier légitime. Tilly renverse un roi, mais elle échoue à changer le cours du destin. On efface toute trace de son existence. À la différence des autres épouses, elle n'a pas de funérailles et on la prive du droit d'accéder à l'au-delà. Le pharaon est seul maître du destin éternel de ses épouses. La vallée des reines accueille celles qui se conforment à sa loi. Leurs funérailles reflètent le pouvoir des reines dans le monde des vivants et l'autorité politique et religieuse qui leur est conférée. Mais une tombe de la vallée des reines surpasse toutes les autres. Elle rivalise même avec les plus belles sépultures de la vallée des rois. Elle témoigne de l'influence croissante des reines du Nouvel Empire. Il y a plus de 3000 ans, on a creusé dans le désert un escalier abrupt. Il descend jusqu'à la plus étonnante sépulture de la vallée des reines. Une enfilade de pièces richement décorées. Un total de 450 mètres carrés de relief aux couleurs éclatantes. Au plafond couleur bleu nuit, un chemin d'étoiles permet à l'âme de la défunte de voler. Sur les murs, on suit le voyage d'une jeune femme dans l'au-delà. Sa peau brille d'un or éclatant. Cette tombe somptueuse appartient à une reine hors du commun. Qui est-elle ? La tombe est fragile et désormais, les visites sont rigoureusement réglementées. Mais Alia Ismail a obtenu l'autorisation exceptionnelle de la visiter. C'est une tombe extraordinaire, la chapelle Sixtine de l'Égypte ancienne. C'est incroyable, les couleurs sont saisissantes. Elle nous montre le nom de la défunte. Il est écrit en caractères d'or. Le cartouche contient son nom, Néfertari, ce qui veut dire « belle compagne ». Elle était reine consort.
Par son mariage, Néfertari entre dans la célèbre 19e dynastie d'Égypte. La lignée commence avec Ramsès Ier vers la fin du XIIIe siècle avant notre ère. Le fils de Ramsès, Séti Ier, est un redoutable guerrier. Avec lui, le royaume d'Égypte retrouve sa gloire passée. Le fils de Séti Ier, Ramsès II, est le plus grand pharaon de l'histoire d'Égypte. Son règne dure 66 ans. Ce roi légendaire a 8 épouses, et Néfertari est la première d'entre elles. Elle est la reine favorite de Ramsès II. Néfertari n'est pas seulement une grande épouse. On voit ici un autre titre, maîtresse de la Haute et de la Basse Égypte. C'est un titre important. Et il y en a un autre, la Dame des deux terres. Est-ce la marque de sa puissance temporelle? Au musée Petrie, à Londres, Glenn Godeno compare le titre de Néfertari à celui d'une autre reine. Ce fragment de calcaire représente l'image de l'une des reines les plus célèbres d'Égypte, Néfertiti. On est certain qu'il s'agit d'elle parce que le style du dessin est très reconnaissable. Il y a cette haute couronne, mais aussi l'œil en amande, surdimensionné, et la ligne épurée du menton. Le musée abrite une des plus importantes collections d'artefacts de l'Égypte ancienne. Il compte plus de 80 000 objets. L'un d'eux porte la liste de certains titres de Néfertiti. Il pourrait permettre d'éclairer ceux de l'épouse de Ramsès II, Néfertari. Néfertiti a été reine d'Égypte à une époque particulièrement intéressante. Son époux n'était autre qu'Akhénaton. Là, je vois la fin de son nom. C'est très net. À côté, il y a un autre titre. Grande épouse royale. C'est Néfertiti. Et le dernier titre intéressant, c'est Dame des deux terres. Le même titre que Ramsès II donne à sa grande épouse royale, Néfertari. On connaît le titre de Seigneur des deux terres. C'est celui que portaient tous les pharaons. On insistait par là sur leur pouvoir qui s'étendait sur la totalité de l'Égypte. Donc le fait que Néfertiti soit appelée Dame des deux terres montre qu'elle avait un véritable pouvoir politique. Néfertiti est bien plus que l'épouse d'Akhénaton. Elle partage le pouvoir avec lui. Leur couple semble avoir bouleversé le fonctionnement de la religion égyptienne. Ils abandonnent le culte d'un grand nombre de divinités traditionnelles pour embrasser le culte d'un Dieu unique. Ce changement radical s'accompagne de la fondation d'une nouvelle capitale et d'une nouvelle façon de faire. Ensemble, ils imposent à toute l'Égypte une profonde réforme religieuse et culturelle, et ils mettent fin au culte des anciens dieux. C'est une véritable révolution. Il est peu probable que Néfertiti ait été simple spectatrice des réformes engagées par son époux. Tout semble indiquer qu'elle prenait une part active à cette révolution, aux côtés d'Akhénaton. Akhénaton et Néfertiti forment un couple soudé. Une alliance indissoluble pour imposer un ordre nouveau. Le titre de Dame des deux terres reflète la réalité du pouvoir exercé par Néfertiti. La tombe et la titulature de Néfertari témoignent de son autorité religieuse et politique. Comment a-t-elle conquis ce statut extraordinaire ? Quand les archéologues ouvrent sa tombe en 1904, ils découvrent qu'ils ont été précédés. Les trésors de la reine ont tous disparu. Il ne reste que ses jambes momifiées, une paire de sandales de roseau et un objet de céramique non identifié. Il est émaillé de bleu avec des oxydes de cuivre et orné du cartouche du pharaon Haï. Selon certains égyptologues, il pourrait s'agir d'un objet de famille. Néfertari descend-elle de ce pharaon ou d'une autre lignée?
Elle porte le titre de noble dame héréditaire. Donc, elle appartenait aux plus hautes sphères de la société. Et ce devait être important pour Ramsès. Si les liens familiaux de Néfertari comptent, c'est qu'elle est native de Thèbes. Ramsès II règne sur la Haute et Basse Égypte, mais sa famille est originaire d'une ville du Nord, rivale ancestrale de Thèbes. Épouser une fille de la noblesse locale permet de se concilier la faveur des puissants prêtres de la cité. Une fois Ramsès II couronné, Néfertari devient sa première épouse. La tombe de la reine contient des indications sur son rôle au sein du royaume. Alia Ismail nous montre un relief dans une pièce voisine de la chambre funéraire. Néfertari fait face au dieu Thoth, le dieu de la connaissance. Elle tient devant elle une tablette de scribe. On voit par là qu'elle sait lire et écrire et qu'elle est très fière d'être instruite. Près du relief, on trouve une autre preuve de la condition singulière de Néfertari. Ici, on voit que Néfertari porte une boucle d'oreille. Et ce bijou ne fait pas très égyptien. Et pour cause, la boucle d'oreille est grecque. Un détail vestimentaire très rare dans l'Égypte ancienne. Il s'agit peut-être d'un cadeau. Il témoignerait de contacts diplomatiques ou amicaux avec des dignitaires étrangers. C'est la preuve que Néfertari porte son rôle de reine à des hauteurs inédites. Cette puissance s'inscrit aussi dans un impressionnant monument sur le site d'Abou Simbel. Près du grand temple, voué au culte d'Amon, on en découvre un autre, plus petit. Sur sa façade, 6 statues colossales saluent le visiteur. 4 de Ramsès et 2 de Néfertari. Toutes sont hautes de 10 mètres. Dans les profondeurs du temple, les murs sont couverts de représentations de la reine. Au centre, des déesses la coiffent d'une couronne sacrée. Un privilège exceptionnel. Ce qui est particulièrement exceptionnel sur le temple, c'est que les statues de la reine ont la même taille que celle du roi. Dans l'Égypte ancienne, la taille des personnages représentés correspond à leur statut. Néfertari est donc considérée comme l'égale du pharaon. Pour Pierre Tallet, le symbole a un sens religieux. Le couple royal va s'identifier à un couple de dieux, le dieu Amon et sa parèdre Mout, et la représentation de la reine dans ce contexte invite à identifier le couple royal à un couple divin majeur de la religion égyptienne. L'iconographie d'Abou Simbel montre la dimension religieuse du couple royal. Néfertari est le complément de son époux. Mais on la voit aussi porter une couronne sacrée. C'est le signe qu'elle détient par elle-même un pouvoir religieux, indépendamment de Ramsès II. Le fait que la reine Néfertari soit coiffée des attributs de la déesse Hathor à l'intérieur de ce petit temple d'Abou Simbel l'identifie clairement à une déesse et bien sûr le plus grand honneur que l'on peut faire à une reine, c'est la mettre sur le même pied que le roi et lui faire jouer un rôle qui est un rôle quasiment divin. Ramsès II a 8 épouses. Elle lui donne plus de 80 enfants. Mais Néfertari est sa première épouse et sa favorite. Leur couple donne naissance à 4 fils. Ils deviennent grands prêtres et chefs militaires. En tant que grande prêtresse, Néfertari accomplit des rites sacrés lors de fêtes et cérémonies majeures. Elle participe également aux activités diplomatiques. Elle envoie des lettres et des présents aux reines étrangères afin de maintenir la paix entre les nations. Le statut de Néfertari est peut-être un marqueur du rôle de la femme au sein de la société égyptienne. Les droits des femmes en Égypte ancienne ne semblent plus importants finalement que dans ceux que l'on observe dans d'autres civilisations antiques, puisqu'on voit, d'après certains documents, qu'elles sont capables d'avoir des propriétés, de faire des legs, d'avoir des propriétés en main propre, de divorcer. De son vivant, Néfertari est une reine puissante. Conserve-t-elle son statut dans la mort?
La tombe de Néfertari est un chef-d'œuvre de l'art égyptien. Ces merveilleuses peintures n'ont pas seulement une vocation décorative. Ce sont des instruments pour accéder à l'au-delà. Cette tombe était conçue comme une machine magique pour transférer le mort dans l'autre monde. Pour aider le défunt dans sa mission, il fallait des textes religieux et des formules magiques. Alia Ismail nous guide à travers ce voyage immatériel. Pour franchir ces portes, le défunt doit passer entre les épées des gardiens. Faute de quoi, il est perdu à jamais. Les formules doivent lui permettre de franchir ce passage périlleux. La tombe est couverte d'incantations issues du livre des morts. Le voyage vers l'au-delà est dangereux et Néfertari a besoin de toute l'aide disponible. Dans une grande tombe comme celle-ci, on a la place d'écrire toutes les formules dont la défunte a besoin. Quelle est la nature de ces formules? Ken Griffin étudie la question à l'université de Swansea au pays de Galles. Une chambre sécurisée abrite de nombreux objets de l'Égypte ancienne. On y trouve notamment un linceul daté de l'époque de Ramsès II. Il pourrait permettre de déchiffrer les hiéroglyphes magiques de la tombe de Néfertari. C'est un linceul exceptionnel qui recouvrait le corps d'un homme dénommé Hapi. On voit 4 personnages qui portent un bateau où se trouve la dépouille de Hapi. Les linceuls de l'époque de Néfertari devaient ressembler à celui-ci. Les formules de la tombe de Néfertari proviennent du même texte religieux. Les chapitres qu'on a ici proviennent du livre des morts. Quel est le rôle du livre des morts dans le voyage vers l'au-delà? Ken examine des bandelettes de momies couvertes de textes anciens. Elles font office de guide pour le défunt. On y trouve des indications pour affronter les démons. Le défunt doit franchir une série de collines qui sont gardées par ces démons effrayants, avec leurs grands poignards. Ces démons ne ressemblent pas à des gens comme vous ou moi. Ils ont différentes têtes d'animaux, parfois fantasmagoriques. Celui-ci, par exemple, a 2 serpents à la place de la tête. Pour combattre ces créatures, le défunt s'en remet aux formules tracées sur ces bandelettes. Les Égyptiens croyaient qu'il suffisait de connaître les noms des gardiens pour les vaincre. Pour les Égyptiens, ceux qui surmontent ces épreuves parviennent pour l'éternité dans un paradis, les champs des roseaux. La tombe de Néfertari est assez spacieuse pour accueillir des centaines d'incantations. Elles assurent sa protection tout au long de son périple. Sa tombe est couverte de près de 450 mètres carrés de peinture et de formules. Ces représentations sont-elles comparables à celles de la vallée des rois? La tombe la plus grandiose et la plus richement décorée est celle de son beau-père, Séti Ier. C'est un labyrinthe de 17 pièces, taillées dans la montagne. Chaque pièce est ornée d'un décor élaboré. On y trouve des reliefs peints, comme dans la tombe de Néfertari. Ces différentes pièces comportent des textes sacrés, mais on ne trouve aucun extrait du livre des morts. Pourquoi cette différence avec les tombeaux des reines? Et comment le roi peut-il accéder à l'au-delà sans l'aide du livre des morts? Ken Griffin déchiffre les inscriptions de la tombe de Séti Ier. La tombe de Séti Ier comporte un grand nombre de textes religieux, comme le livre de l'Amdouat, le livre des portes et les litanies de Ré. Il analyse la signification de ces textes. Le livre de l'Amdouat est lié au voyage du dieu solaire, Ré, au cours des 12 heures de la nuit. À chacune des 12 heures, le défunt doit affronter un nouveau défi. À la 7e heure, le dieu soleil entre dans la mystérieuse caverne. Et chaque soir, son ennemi juré, Apophis, qui prend la forme d'un serpent, essaie de l'avaler pour le terrasser. Apophis est vaincu par des coups de couteau dans le dos. Ces textes sont comme un manuel d'instruction.
qui aide le pharaon à voyager dans l'au-delà. Le livre de la vache du ciel indique au roi comment suivre l'exemple de Rê. C'est un guide de la terre vers le royaume des dieux. Le livre de l'Amduat nomme tous les dieux et les monstres du monde souterrain. Le roi peut donc les appeler pour vaincre ses ennemis. Le livre des portes donne les noms des 12 déesses qui gardent le monde souterrain. Le roi doit les nommer pour franchir chacune de ces portes. Et les litanies de Rê montrent les 75 formes du dieu solaire. Le roi doit les reconnaître pour le rejoindre dans son voyage à travers le ciel. Ces textes ont pour but d'assurer la résurrection du pharaon défunt. Tout comme Rê, le roi des dieux, renaît chaque matin. Pour les Égyptiens, le pharaon devait revenir à la vie, de la même façon que le soleil revenait chaque matin pour illuminer le monde. Le pharaon conserve son statut lors de ce passage dans l'au-delà. Les textes retrouvés dans la tombe de Séti Ier sont réservés au roi. Les reines doivent emprunter d'autres voies, y compris les plus puissantes comme Néfertari. Dans la vallée des reines, pas de livre de l'Amduat, pas de traité des 12 cavernes, pas de livre des portes, pas de litanie de Rê. Ils sont remplacés par d'autres textes religieux tirés essentiellement du livre des morts. Les rois disposent de formules magiques empruntées à toute une série de textes. Les autres, y compris les reines, ne peuvent en utiliser qu'un nombre limité. Ces formules font des tombes royales des véhicules magiques. À leur bord, les défunts sont transportés sans encombre dans l'autre monde. Ces tombes sont faites pour l'éternité, pour protéger les dépouilles des rois et des reines. Mais leur construction dans la vallée des reines représente un véritable défi technique. On a répertorié plus de 90 tombes dans les flancs de la montagne. Pour les construire, il faut creuser profondément dans la roche. On commence par tailler des couloirs en pente à travers des couches de roches cassantes. Au bout des tunnels, on creuse des chambres grandes comme 2 cours de tennis. On érige de solides piliers pour soutenir ces vastes salles. On comble ensuite les trous dans la roche fissurée et on lisse les murs. Enfin, d'habiles artistes les décorent de scènes représentant les reines et les dieux. Adel Kelani connaît quelques-uns des secrets des constructeurs de l'Égypte ancienne. Travailler dans les vallées des rois et des reines était une mission de prestige. On travaillait pour le roi. En fait, on travaillait pour les dieux. C'était quelque chose de très important. L'archéologue nous mène à l'entrée d'une tombe située dans le sud de la vallée. Il veut nous montrer comment les bâtisseurs choisissaient l'endroit où ils allaient creuser. On voit ici qu'il y a des couches géologiques différentes. La vallée est formée de couches de calcaire, de marne et d'une roche locale appelée marne d'Esna. L'archéologue examine cette dernière. Il suffit de la toucher pour qu'elle se désagrège. Donc elle est facile à travailler, mais ce n'est pas l'idéal pour une tombe. L'Esna est très instable. Adel Kelani la compare à la couche de calcaire. Le calcaire est solide et dur, pas comme les formations d'Esna. C'est parfait pour tailler des tombes, parce qu'on peut y graver des inscriptions et les décorer. Et les cavités creusées sont solides. Les bâtisseurs ont analysé les différentes qualités de roches. Ils en ont tenu compte pour construire les tombes. Pour éviter ces formations d'Esna, ils ont creusé plus profondément. Ils ont suivi la structure géologique pour atteindre les couches de calcaire bien mieux adaptées à l'aménagement d'une tombe. Adel Kelani teste les différents types de roches. Il utilise pour cela les outils de l'époque.
Ce sont exactement les outils qui servaient dans l'Égypte ancienne pour tailler les tombes. Des maillets en bois et des ciseaux en bronze ou en cuivre. La roche tendre de l'Esna s'effrite sous le ciseau de l'archéologue. Le calcaire est une roche bien plus robuste et il faut beaucoup de force pour la faire éclater. Il s'en détache des éclats nets, l'idéal pour creuser des structures solides. Les ouvriers ont une connaissance précise des types de roches que l'on rencontre ici. Ils choisissent de construire dans le calcaire pour assurer la pérennité des tombes. Mais la vallée des Reines présente un obstacle. Adel Kelani examine les montagnes qui dominent la vallée. On voit dans le paysage que cette région a subi d'importants mouvements géologiques. Ici, l'orientation des strates géologiques est quasiment verticale. Mais à quelques mètres, elle est pratiquement horizontale. Cette géologie chaotique représente un défi majeur pour les bâtisseurs. Dans la vallée des Rois, la roche forme des strates horizontales. On peut donc creuser les tombes dans une couche homogène. La vallée des Reines est formée des mêmes roches, mais elles ont subi des plissements. Il faut donc creuser les tombes à travers plusieurs types de roches. Pourtant, les bâtisseurs sont parvenus à construire des tombes qui rivalisent de splendeur avec celles de la vallée des Rois. C'est vraiment impressionnant d'avoir réussi à tailler de telles tombes ici. Les ouvriers ont dû relever énormément de défis. C'est un travail fantastique. Au fil du creusement, les Égyptiens se sont heurtés à des difficultés techniques inattendues. Comment les ont-ils résolues? Pour le comprendre, Adel Kelani se rend dans la vallée des Rois voisine. Il explore la tombe de Ramsès VI. C'est l'une des plus grandes de la vallée. On peut imaginer une armée d'ouvriers travailler ici. La tombe est immense. Il faut une main-d'œuvre très importante pour évacuer les déblais et pour creuser aussi profondément la montagne. À l'entrée de la chambre funéraire, une curieuse formation traverse l'espace intérieur de part en part. Ce que l'on voit ici, c'est une veine de calcite. On en trouve souvent à la jonction de deux couches géologiques orientées dans des directions différentes. Les veines de calcite se forment dans des brèches, un phénomène qui survient lorsque deux strates coulissent l'une sur l'autre. Elles sont particulièrement dures et assurent la stabilité de la roche calcaire tout autour. Les Égyptiens ont su tirer parti de cette formation. Ils l'ont laissé en place pour en faire une poutre naturelle qui stabilise l'espace principal de la pièce. Au lieu d'éliminer cette imperfection, les ouvriers ont soigneusement dégagé la veine. Ils ont ainsi assuré la stabilité structurelle de la tombe. Ce détail témoigne d'une parfaite compréhension de la nature et de la structure du terrain. Mais il reste un mystère. Les tombes des vallées des Rois et des Reines sont regroupées dans un espace resserré. Il faut être certain que le creusement d'une tombe ne va pas fragiliser ou provoquer l'effondrement de la structure voisine. Les bâtisseurs possédaient-ils un plan de toutes les sépultures? On peut trouver la réponse dans la tombe de Ramsès VI. Dans le couloir principal, Adel Kelani examine un étrange pan de mur. On peut voir là un bout de mur sans aucun décor. On dirait une restauration moderne, mais ce n'est pas le cas. C'est très intéressant. Adel Kelani dispose d'un plan moderne de la vallée des Rois. Il permet de comprendre la présence de ce pan de mur nu. La tombe de Ramsès VI chevauche une tombe voisine. En aménageant le couloir, les ouvriers ont ouvert une brèche dans l'autre tombe. Pour réparer l'accident, ils ont rebouché le trou et ils ont immédiatement modifié leur plan de construction. Il leur a fallu creuser un peu plus profondément pour éviter l'autre tombe. Donc le couloir passe sous la tombe royale qui se trouve au-dessus. Cette collision nous fournit une information étonnante.
Cette erreur nous permet de comprendre qu'il n'existait pas de plan général. Les ouvriers n'avaient aucun moyen de connaître l'orientation des tombes plus anciennes. C'est un vrai problème pour des sites comme la Vallée des Rois, parce qu'il a été utilisé pendant plus de 5 siècles. Pour creuser les tombes, les bâtisseurs tiennent compte de la nature de la roche. Ils exploitent les formations naturelles afin de stabiliser les chambres funéraires. Mais ils ne peuvent connaître l'emplacement exact d'autres tombes déjà scellées. Pourquoi n'existe-t-il pas de plan général? Selon Artaud-Bellec-Dagnan, c'est un choix délibéré. Les pharaons ne veulent laisser aucune indication au sujet de leurs tombes. Il en va de la sauvegarde des trésors qu'ils emportent dans l'au-delà. Ce n'est pas un hasard si l'emplacement de ce site a été choisi à l'écart de la vallée du Nil. La nécropole a été placée à cet endroit parce qu'il offrait sécurité et protection. On ne venait pas ici sans raison. Mais ce secret suffit-il à protéger pour toujours les tombes et les trésors? En 1922, dans la vallée des Rois, Howard Carter met au jour la tombe de Toutankhamon. Sa chambre funéraire renferme un magnifique sarcophage et un cercueil en or massif. Les archéologues dégagent plusieurs pièces remplies de trésors. Mais dans la vallée des Reines, les tombes sont vides. Que sont devenus les trésors des souveraines? Au Nouvel Empire, le pillage des tombes était déjà une pratique répandue. Les tombes royales sont cachées dans des lieux isolés. Mais rien ne peut arrêter un voleur déterminé. Artaud-Bellec-Dagnan étudie la façon dont les tombes ont été pillées. Il cherche d'abord des traces d'effraction dans le caveau du prince Paréhérouénémeph. Cette cavité ressemble à un tunnel creusé par des voleurs. Mais en y regardant de plus près, elle est assez superficielle et ne mène nulle part. Clairement, personne n'a pu entrer par là. L'égyptologue ne trouve pas de tunnel qui conduit à la tombe. Il en tire une conclusion surprenante. La porte était scellée avec de la terre crue recouverte d'un enduit. Et on estampillait l'enduit encore humide pour s'assurer que personne ne puisse violer la tombe. Donc pour entrer, ils ont dû passer par la porte. Les voleurs rencontrent toute une série d'obstacles sur leur chemin. Des gardiens postés sur les crêtes scrutent la vallée jusque dans ses moindres recoins. Et une milice d'élite patrouille sur les chemins qui mènent aux tombes. Même s'ils réussissent à tromper les gardes, les voleurs ne sont pas au bout de leur peine. Ils doivent se frayer un chemin à travers des montagnes de déblais et franchir des murs scellés pour enfin atteindre les chambres et s'emparer de leur butin. Mais ils ne peuvent trouver seuls les tombes cachées. Ils sont accompagnés de personnes bien renseignées. C'est une région très inhospitalière. D'abord, il faut pouvoir localiser la vallée des Reines. Mais ensuite, pour savoir exactement où aller, pour trouver les tombes, il faut disposer de certaines informations. La liste des coupables potentiels se limite à une poignée d'individus. Il fallait absolument connaître quelqu'un qui vivait de ce côté du Nil et qui fréquentait la communauté des ouvriers. Peut-être même quelqu'un qui en faisait partie. C'était extrêmement précieux. Ouvriers, contremaîtres, fonctionnaires de haut rang, tous ont accès au site. Ils peuvent être soudoyés pour obtenir des informations. Ou ils peuvent fermer les yeux sur un pillage, voire diriger eux-mêmes les opérations. Un ancien papyrus révèle le mode opératoire d'un pilleur de tombes. Ce papyrus contient les confessions d'une personne qui a pillé des tombes royales. C'est extraordinaire d'avoir un document où le pilleur de la tombe s'exprime à la première personne.
Le pilleur est un tailleur de pierre appelé Amenpnoufer. Ses aveux datent du règne de Ramsès IX. Il décrit comment, avec sa bande, il a pillé la tombe du roi Sobekemsaf II. Ils ont pénétré dans la tombe en se servant de leurs outils en cuivre, les mêmes que ceux qu'ils utilisaient pour creuser les tombes. Le papyrus révèle que les pilleurs ont emporté 15 kilos d'or. Mais en cas d'arrestation, les voleurs paient le prix fort. Pour obtenir des aveux, les suspects sont torturés. On leur flagelle la plante des pieds à coups de baguette. Le châtiment pour le pillage de tombes, c'est la mort. Et les coupables peuvent être brûlés vifs. Qu'est-ce qui pousse les voleurs à prendre un tel risque? Ces pratiques semblent se généraliser au cours d'une période troublée. Les pillages de tombes ont eu lieu au cours d'une période qu'on appelle l'effondrement de l'âge du bronze. Tout a commencé bien plus tôt, pendant le règne de Ramsès III. Le paysage politique international était en plein bouleversement. Les murs de la tombe du prince Paréhérouénémeph portent de nombreuses représentations de son père, Ramsès III. Il s'agit certainement d'une manière d'affirmer l'autorité du pharaon. Sous son règne, au XIIe siècle avant notre ère, des nations venues de la mer attaquent toutes les côtes de la Méditerranée orientale. Pour défendre son royaume, Ramsès III renforce ses armées. Il enrôle des milliers d'hommes venus de toute l'Égypte. Avec cette armée, il défait les envahisseurs. Mais la victoire a un prix. La guerre a fait de nombreuses victimes, et il reste trop peu d'hommes pour travailler la terre. Le pharaon n'a plus de céréales pour payer les constructeurs de tombes. Alors, ils arrêtent de travailler. C'est la première grève connue de l'histoire de l'humanité. La grève finit par s'arrêter. Mais la situation économique ne cesse d'empirer. Les ouvriers ont besoin de nourrir leurs familles qui meurent de faim. Quel est le meilleur endroit pour trouver de l'or, de l'argent et d'autres matériaux précieux? Il y a ces tombes somptueuses des rois du passé. Et tout naturellement, les habitants vont aller puiser dans ces richesses pour se procurer de quoi vivre. Au Xe siècle avant notre ère, le pillage de tombes devient endémique, au point que des dignitaires décident de déplacer une grande partie des momies royales. Ils les emmènent dans un endroit secret pour les protéger. Malgré les pillages, de magnifiques peintures ont pu être préservées. Ces peintures n'étaient pas faites pour être vues. Elles étaient destinées à accompagner les rois et les reines vers l'autre monde. La rencontre entre les défunts et les dieux est décrite en un kaléidoscope de couleurs. Des fresques pleines de vie, en rouge, vert, bleu et jaune, montrent le chemin vers l'au-delà. Pour les anciens Égyptiens, chaque couleur a une signification particulière. Quel est le sens des pigments lumineux qui couvrent les murs des tombes de reines? Dans la tombe de Ramsès VI, Adel Kelani examine les colorants utilisés par les peintres. L'une des choses les plus remarquables dans ces tombes, ce sont les couleurs. On dirait qu'elles datent d'hier, comme si l'artiste venait de poser son pinceau et de partir. Les couleurs sont très bien conservées. C'est incroyable. La matière première de ces pigments provient de l'environnement direct des artistes. Ce qui est extraordinaire, c'est que l'on trouve ces matériaux dans le désert d'Égypte. Les Égyptiens fabriquent leur rouge, leur brun et leur jaune à partir de roches et d'argile. On connaît alors depuis des milliers d'années l'usage de la terre pour produire des pigments ocre.
Ces couleurs sont apparues pour la première fois sur des fragments d'art rupestre trouvés en Namibie. Ils datent d'environ 25 000 ans. Les artistes égyptiens ont traité ces argiles pour créer des peintures extraordinaires, des teintes vives capables de résister à l'épreuve du temps. Comment ont-ils fait? C'est l'objet des recherches de Zahed Tajeddine à l'University College de Londres. Il expérimente des matériaux trouvés autour de la vallée des Reines. Nous avons là des pigments ocre que l'on trouve dans la nature. C'est un type d'argile colorée par un oxyde de fer. L'archéologue broie l'ocre rouge en une poudre fine. Il utilise ensuite de la colle naturelle. La gomme arabique est utilisée comme liant parce qu'elle a des propriétés adhésives. Elle colle les choses entre elles. Si on la casse, on peut voir de la colle à l'état solide. Zahed Tajeddine broie la gomme arabique pour en faire une poudre. Il la mélange ensuite à de l'eau pour obtenir une pâte collante. Il ajoute cette pâte à l'ocre et crée ainsi une peinture simple et durable. Dans l'Égypte ancienne, l'ocre était utilisé pour rendre la couleur de la peau. Il pouvait aussi imiter l'or, la lumière ou le soleil. Un apport de chaux modifie la teinte du mélange de base. On utilise ces ocres pour toutes les tombes, celles des souverains, des fonctionnaires et même du peuple. Mais il existe une couleur qu'on ne trouve que dans les tombes les plus prestigieuses. Comment les Égyptiens fabriquaient-ils le bleu? Dans la nature, la couleur bleue est très rare. Autrefois, on la trouvait dans les montagnes d'Afghanistan. Le lapis lazuli est une roche précieuse, trop coûteuse pour créer des décors à grande échelle. Alors, les Égyptiens inventent un procédé astucieux pour reproduire ce fameux bleu. Zahed Tajeddine enquête sur les difficultés rencontrées pour créer cette couleur. Il nous montre une stèle gravée par un sculpteur en 2050 avant notre ère. Il écrit « Je sais très bien faire un pigment ». Et il poursuit en disant qu'il ne révélera ce savoir-faire à personne, sauf à son fils aîné. La fabrication du bleu égyptien est un secret bien gardé. Mais le sculpteur a malgré tout laissé un indice. Ici, il fait probablement référence à un procédé qui nécessite de l'eau et du feu. Selon l'archéologue, ce précieux pigment est fabriqué à partir d'un matériau chauffé dans un four. Après plusieurs essais, il identifie l'ingrédient principal employé par les Égyptiens. Le sable. Le meilleur, c'est le sable blanc et pur. Ici, on a un matériau presque sans impureté. Il est composé à 90% de dioxyde de silicium. Et c'est ce qu'il faut. Le sable fond à très haute température. Pour abaisser sa température de fusion, les Égyptiens utilisent de la cendre de plantes brûlées. Zahed Tajeddine a recours à un produit chimique aux propriétés comparables. Les Égyptiens ajoutent aussi du calcaire. Il est facile à trouver dans la vallée des Reines. Pour finir, les artistes ajoutent du minerai de cuivre du Sinaï. On s'en servait aussi pour fabriquer des outils au Nouvel Empire. L'archéologue mélange le tout sous forme de poudre. Il ajoute de l'eau à ce mélange minéral. Il obtient alors une pâte qui ressemble à de l'argile et forme de petites boules. Reste l'ingrédient magique, le feu. Pour tester sa recette, Zahed Tajeddine chauffe le four à 900 degrés. Il fait cuire le mélange pendant 10 heures. Les Égyptiens étaient vraiment des experts en matière de feu. Il faut respecter un équilibre très précis entre la température et le temps de cuisson. Ils maîtrisaient parfaitement cette étape du procédé. Ils savaient comment obtenir le résultat voulu. Le pigment a refroidi pendant 20 heures. Et voici le résultat. Il est devenu d'un bleu éclatant. C'est encore chaud.
Et maintenant, il faut broyer tout ça. Le broyage est une étape longue et fastidieuse, mais elle permet d'obtenir un bleu intense et lumineux. Il devait certainement y avoir quelque chose de très impressionnant et de magique dans le fait de transformer ce matériau terne en un bleu éclatant. C'est une couleur magnifique qui n'existe pas sous forme solide dans la nature. On ne peut pas toucher le ciel. On ne peut pas toucher l'eau. Ce sont des couleurs insaisissables. Le bleu est l'une des couleurs les plus prisées de l'art égyptien. Il est réservé à certaines divinités. Hapi, le dieu des crues, est toujours représenté avec une peau d'un bleu brillant. Elle symbolise la fertilité et la naissance. Les Égyptiennes portent des amulettes et des figurines bleues à l'effigie du dieu Bès. Ils les protègent ainsi pendant leur grossesse et lors de leur accouchement. Voilà, c'est fait. Maintenant, on peut en faire des objets ou de la peinture. L'archéologue ajoute à sa poudre une colle naturelle qui la transforme en peinture. Il teste la couleur. Elle s'étale uniformément. C'est parfait pour peindre sur du papyrus ou sur les murs des tombes. Dans la vallée des Reines, les sépultures les plus raffinées sont couvertes de cette couleur spectaculaire. On a calculé que la tombe de la reine Néfertari en avait nécessité 35 kilos. Seules les sépultures les plus importantes sont jugées dignes d'un tel ornement. C'est une forme d'alchimie. C'était quelque chose de spécial, le symbole d'un statut très particulier. 3000 ans après sa création, le plafond bleu de Néfertari est intact. Il témoigne de l'habileté et du savoir-faire des artistes égyptiens. Mais aujourd'hui, la plupart des reliefs de la vallée des Reines sont en mauvais état. Comment expliquer ces terribles dégâts ? Les reines veulent des tombes pour l'éternité. Leurs dépouilles sont enterrées dans les profondeurs de la roche, tandis que leur âme continue à vivre dans l'au-delà. Mais lors des fouilles, les archéologues découvrent des chambres funéraires en piteux état. Les peintures murales sont tombées en miettes. Les piliers de pierre sont fissurés. Les plafonds se sont effondrés. Quelle est la cause de cette destruction qui a effacé plusieurs reines de l'histoire ? Alia Ismail examine les murs de la tombe de la reine Néfertari. La peinture s'en va, tout comme l'enduit. Ce que l'on voit là, c'est la roche mère de la montagne. L'enduit a complètement disparu. Ces dégâts ne paraissent pas d'origine humaine. Ces fissures ont été causées par l'eau. On le voit à ces lignes noires sur les bords. L'eau s'est infiltrée dans le rocher. Ici, on voit bien la nature de la roche dans laquelle on a creusé la vallée des Reines. L'eau peut y pénétrer facilement et la dégrader. Et ce n'est pas tout. L'autre problème de cette roche, c'est qu'elle est fissurée et inclinée. Il était très difficile d'obtenir une coupe nette avec les outils de l'époque. La nature de la roche est-elle à l'origine des dégâts dans les tombes de la vallée ? Khaled Nassar est professeur à l'université américaine du Caire. Il teste la taille du calcaire telle qu'on la pratiquait dans la vallée des Reines. Il est important de choisir les bons matériaux en fonction de ce qu'on veut construire. Le calcaire est très difficile à travailler. C'est une roche friable qu'on peut casser à la main. C'est un problème quand on l'utilise comme un élément structurel. L'équipe de Khaled se sert des mêmes outils en bronze que les anciens ouvriers. Pour pouvoir graver et peindre la surface, elle doit être parfaitement lisse. La roche se détache par morceaux, ce qui donne une surface tantôt bombée, tantôt creusée de sillons.
Elle est très inégale. Ce n'est pas assez lisse pour peindre par-dessus. Le calcaire est célèbre pour la difficulté de sa taille et son manque de robustesse. Mais au lieu de chercher un autre endroit pour construire les tombes, les Égyptiens ont essayé de le stabiliser. Ils ont appliqué d'épaisses couches d'enduit pour égaliser la surface des murs. Ce procédé est plus rapide que la taille au ciseau pour obtenir une surface lisse. On obtient une surface prête à être peinte. C'est la surface idéale pour peindre des formules magiques. Mais peut-elle résister au temps? Cet enduit a été posé il y a une semaine. Et comme on peut le voir, il est plutôt solide. Il a bien durci et on a une surface lisse, idéale pour la peinture. Mais dans la vallée des Reines, il faut compter avec les éléments. Les tombes sont situées au pied de la montagne. Dans le désert, les pluies sont rares. L'eau s'écoule rapidement sur les pentes et provoque des crues soudaines. L'eau s'infiltre à travers la roche calcaire jusqu'aux chambres funéraires. Elle peut même forcer l'entrée de la tombe et l'envahir. Khaled Nassar va tester le comportement de l'enduit au contact de l'eau. Il a taillé des sillons dans son bloc de calcaire et simule une infiltration d'eau. Le liquide atteint rapidement la couche d'enduit et l'effet est immédiatement visible. L'enduit employé est fait d'un matériau naturel qui absorbe l'eau rapidement. Et l'eau rend ce matériau très friable. Il se détache facilement à la main. Plus l'eau s'infiltre dans la roche, plus les dégâts sont importants. On voit déjà une fissure en train de se former. C'est à cause de l'eau qui suinte à travers l'enduit. Si elle continue d'arriver, l'enduit va être complètement imbibé. Et quand il sera saturé, il va se détacher de la roche. Au fil des siècles, l'enduit s'est désintégré et les peintures des tombes ont été détruites. Voici un gros fragment d'enduit qui est tombé parce qu'il était saturé en eau. Et il se peut même que des fragments de calcaire se détachent avec lui. C'est une catastrophe pour la tombe et pour toute la vallée, parce que ce phénomène fragilise la structure des caveaux. La roche friable et poreuse de la vallée a entraîné la perte de nombreuses tombes. Mais une reine a échappé à la malédiction de l'eau. Elle n'est pas dans cette nécropole sacrée. Dans la vallée des rois, on a mis au jour une trouvaille inattendue. Au milieu des tombes des pharaons, les archéologues ont découvert un long tunnel. Il descend sur plus de 200 mètres. Au fond, une salle hypostyle contient le sarcophage du roi Thoutmôsis Ier. Mais un deuxième sarcophage se cache dans cette chambre. Taillé dans une roche magnifique, il est couvert de représentations de l'au-delà. Sur les bords, un cartouche révèle l'identité de son occupante. La reine Hatshepsut. Qui est cette reine ? Et pourquoi la retrouve-t-on parmi les rois? Alia Ismail nous conduit devant l'un des édifices les plus emblématiques d'Égypte. Il est situé entre la vallée des reines et celle des rois. C'est le temple funéraire d'Hatshepsut. Ce type de monument est appelé « temple de millions d'années ». On vient y rendre un culte au pharaon, le dieu vivant. Mais celui d'Hatshepsut est exceptionnel à plusieurs titres. Ce sont les pharaons qui ont des temples funéraires, pas les reines. Pourquoi la reine Hatshepsut a-t-elle droit à de tels honneurs? Ici, nous avons une femme. C'est la mère d'Hatshepsut. On voit des jambes qui s'entremêlent. La peinture, à moitié effacée, laisse entrevoir la mère d'Hatshepsut dans une étreinte. Mais pas avec un homme. On ne voit pas qui est son amant, mais la barbe bouclée indique que c'est un dieu. Elle a donc une relation intime avec une divinité. Et on voit qu'il lui donne le Ankh, c'est-à-dire la vie.
Il s'agit d'Amon-Rê, le roi des dieux. Hatshepsut nous dit ici qu'Amon-Rê est son père. Même les rois ne revendiquent pas une naissance divine. Donc c'est extrêmement audacieux de la part d'Hatshepsut. Cette prétention paraît inouïe pour une reine. Mais une autre scène montre qu'il ne s'agit pas d'une simple prétention. Elle est couronnée roi de la Haute et de la Basse Égypte. Si Hatshepsut n'est pas dans la vallée des reines, c'est parce qu'elle est un pharaon. Hatshepsut est la fille de Thoutmôsis Ier. Il règne sur l'Égypte au XVIe siècle avant notre ère. À la mort de son père, le demi-frère d'Hatshepsut monte sur le trône et elle l'épouse à l'âge de 12 ans. Quand son époux meurt, elle devient régente. Son beau-fils n'est encore qu'un bébé, mais elle va peu à peu s'arroger tout le pouvoir. Hatshepsut entame de grands travaux de construction. Elle fait graver son nom sur les monuments pour qu'on se souvienne à jamais de son règne. Hatshepsut règne sur l'Égypte pendant 2 décennies. Et son statut est tout à fait singulier. Donc ici, on reconnaît un homme. On reconnaît le pagne, la barbe postiche, les couronnes. Mais ce n'est pas un homme. C'est bien Hatshepsut. Elle est représentée en homme et en roi. Pourquoi Hatshepsut se représente-t-elle en homme? Est-ce pour tromper ses sujets? On ne sait pas trop bien comment un roi pouvait vraiment être considéré par le peuple égyptien qui finalement n'avait pas beaucoup l'occasion de le voir. Pour le peuple égyptien, le pharaon est un être lointain. L'image qu'on a de lui est transmise par les représentations, peintures et statues. Au fil du temps, Hatshepsut efface ses attributs féminins et se fait représenter en homme. Une statue du début de son règne la montre portant une robe longue. Quelque temps plus tard, elle porte un pagne court, le vêtement traditionnel des hommes. Sur une représentation datant de la fin de son règne, Hatshepsut arbore même la barbe divine des pharaons. C'est une véritable métamorphose. Mais il ne s'agit pas de tromper ses sujets. Il y a dans la façon dont elle présente son pouvoir un discours de légitimité, mais qui n'est pas orienté du tout vers le peuple, qui est plutôt orienté d'une part vers le monde divin et d'autre part vers la sphère des gens de pouvoir qui peuvent entourer justement la cour royale. Pour asseoir sa légitimité, Hatshepsut revêt les symboles familiers du pouvoir royal. Sa représentation en pharaon démontre qu'elle est le seigneur suprême de l'Égypte. Hatshepsut a été indiscutablement un des grands pharaons de l'Égypte au cours de son règne d'une 20aine d'années. Mais son temple funéraire a été endommagé. Le sphinx qui garde l'entrée est en grande partie détruit. Il ne reste plus que des fragments de la statue d'origine. Les pattes, par exemple, et un fragment du cartouche. Le cartouche révèle qu'il s'agit d'Hatshepsut. Elle est représentée en sphinx. La statue a été mise en pièces, comme si on avait voulu détruire le sphinx à jamais. On trouve d'autres traces de destruction sur les 26 statues colossales d'Hatshepsut. L'Uaérus a été arraché et la barbe a disparu. On n'en voit plus que les empreintes. On ne s'en est pas seulement pris aux statues. On devrait la voir ici, faisant une offrande à Anubis. Mais elle a été complètement effacée. Et ici, on a le nom de Thoutmôsis III. Le nom d'Hatshepsut a été gommé. On ne voit plus que des traces de son cartouche. Son nom a été effacé dans son propre temple. Thoutmôsis III est le beau-fils d'Hatshepsut. Son nom a survécu. Mais pourquoi a-t-on fait disparaître celui d'Hatshepsut?
Ken Griffiths examine une gravure mystérieuse retrouvée dans le temple d'Hatchepsout. En l'observant de près, il découvre un détail surprenant. J'ai vu quelque chose qui m'avait d'abord échappé. Le calatos qui repose en principe directement sur sa tête a été effacé. Ce détail révèle l'identité de ce personnage. Il s'agit de Néferu-Ré, la fille d'Hatchepsout. Cet indice révèle pourquoi les monuments d'Hatchepsout ont été dégradés. Ce calatos sur sa tête est l'un des attributs de l'épouse du dieu Amon. Selon certains égyptologues, Hatshepsut préparait sa fille Néferu-Ré à lui succéder. Hatshepsut destine sa fille Néferu-Ré au trône d'Égypte. Son beau-fils Thoutmôsis III est laissé dans l'ombre. Mais Hatshepsut et Néferu-Ré meurent avant lui. Thoutmôsis III accède alors au trône. Et pour renforcer sa légitimité, il efface toute trace de l'existence de sa belle-mère. Pendant des siècles, la vie d'Hatshepsut est restée un mystère. Mais on possède aujourd'hui assez d'éléments pour reconstituer l'incroyable récit de son règne. Les reines du Nouvel Empire ont plus de pouvoir que les épouses royales avant elles. L'une d'elles se hisse même au statut de pharaon. Elles ouvrent la voie à des femmes pharaons illustres comme Cléopâtre. Pourquoi avoir choisi la vallée des reines comme dernière demeure? La roche locale est poreuse et difficile à tailler. Alia Ismail nous emmène devant une formation rocheuse qui surplombe l'entrée de la vallée. Il y a une niche dans la montagne. Et au-dessous, quelque chose de curieux. On dirait un mur, mais c'est un barrage. On voit encore une ligne à l'endroit où il se trouvait. Et d'après son épaisseur, on peut dire qu'il devait être très imposant. Quand les orages frappent la terre brûlée du désert, l'eau s'écoule en cascade à flanc de montagne. Au fil des siècles, elle forme de profonds sillons. À l'intérieur de la grotte, Alia trouve des peintures préhistoriques. Elles sont antérieures à la vallée des reines. Le graffiti qui ressort le plus représente la déesse Hathor sous la forme d'une vache. Hathor est la déesse des femmes, de la fertilité et de l'amour. Sous sa forme humaine, elle porte un signe distinctif, une couronne en forme de corne de vache. C'est une déesse céleste. Chaque nuit, le dieu du soleil entre dans sa bouche pour dormir, et il en ressort à l'aube. Au Nouvel Empire, les hommes veulent renaître sous la forme du dieu Osiris, et les femmes sous la forme d'Hathor. La cascade de la grotte et l'image d'Hathor sont un puissant symbole. Elles représentent la féminité et la renaissance. Cette grotte a joué un rôle fondamental dans le choix de cette vallée. La déesse Hathor y est représentée dès l'époque préhistorique. Elle est la déesse de la maternité. C'est elle qui donne la vie, qui fait naître toute chose. Et voilà pourquoi on a installé la vallée des reines à cet endroit. Les pharaons d'Égypte abandonnent les pyramides pour la sécurité des montagnes. Ils font construire pour leur reine un lieu béni par la déesse. Les femmes ne sont plus seulement le reflet de leur époux. Les rois ont choisi un endroit pour être enterrés seuls, un lieu où ils peuvent entamer leur voyage sacré. Mais pour les reines, on a choisi un site protégé par la déesse Hathor. Pendant 4 siècles, la vallée des reines est un cimetière de prestige, réservé aux femmes les plus puissantes d'Égypte et à leurs familles. Ici, des tombes raffinées aident les défuntes à parvenir dans l'au-delà. Elles y sont sous la protection d'Hathor. Le Nouvel Empire est un âge d'or pour les femmes. Beaucoup d'entre elles sont passées à la postérité. Titi, Néfertari et Hatshepsut ont été plus loin que n'importe quelle femme de l'Antiquité.
elles ont conduit l'Égypte vers un âge d'or. La vallée des Reines possède quelques-unes des plus belles tombes d'Égypte. Elles sont la dernière demeure de membres vénérés des maisons royales. Des reines puissantes ont fait parer leurs tombeaux de riches couleurs. D'habiles artisans ont créé ici des portails pour l'au-delà. Et des artistes ont couvert leurs murs de couleurs vives. L'eau de la montagne a causé bien des destructions, mais des images extraordinaires ont traversé les millénaires pour parvenir jusqu'à nous et témoigner de la vie et de la mort des femmes les plus puissantes d'Égypte.